Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 décembre 2017 et bientôt Noël, bien sûr. Alors on va commencer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, comme d'habitude. Alors on va commencer évidemment par la mammographie et les accidents de mammographie au niveau du diagnostic. Je vous l'avais promis hier, on n'a pas eu le temps parce que ça s'est étendu. Donc je vous parlerai de la mammographie et puis je vais vous parler après de la Syrie. Pas de la Syrie pour scier du bois, mais la Syrie de Bachar el-Assad. Et pour vous montrer à quel point les autorités des pays occidentaux veulent véritablement exterminer les Syriens. À travers la polio, maintenant. Et je vous donnerai plein de choses, des preuves, enfin bref. Voilà. Alors ça, c'est le programme d'aujourd'hui, mais j'ai d'abord deux choses à vous dire. La première, j'ai posté ma vidéo hier soir et Louloute, parce que moi je regarde jamais ça, m'a fait remarquer, elle m'a dit mais regarde tous ces pouces qu'il y a en moins comme ça qui sont baissés pour cette vidéo, ils n'ont même pas vu la vidéo jusqu'au bout et déjà ils disent que c'est pas bien, ça leur plaît pas. J'ai dit oh c'est pas grave, il y a des mécontents, ça existe, c'est normal, c'est pas grave. Et elle était très très contrariée parce qu'elle trouvait, et elle a raison sur ce point, que c'était pas très correct. Et puis j'ai eu des contacts en message perso sur Facebook, et ils m'ont fait la même remarque. Ils étaient choqués. Alors, je vais répondre à cela en disant simplement que je remercie ceux qui mettent les pouces vers le bas, même s'ils n'ont pas vu la vidéo, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'il m'indique que ce que je dis est vrai. Parce que depuis là, plus de 6 mois où je vous fais des vidéos sur les vaccins, il y en avait 4, 5, il y a une statistique, il suffit de regarder. Puis là, tout d'un coup, il y en a 400. Et depuis que je parle du cancer et de la chimiothérapie, eh bien là, les pouces descendent. Alors là, vous pouvez être certain que ce que je dis, ce que je communique comme information, déplaît énormément, et donc ils ont développé maintenant une campagne de dénigrement. C'est toujours comme ça, il faut le savoir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Moi, je fais confiance aux gens bienveillants, aux personnes qui sont concernées, et puis qui confirment de toute façon que tout ce que je dis est vrai. Alors, c'est pas important, ne vous affolez pas, moi ça ne m'affole pas, quelque part je m'en fiche, mais ma louloute que j'avais sortie du placard, elle n'était pas contente. Ah non! Elle m'a dit, c'est qui ces gens-là? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Et je m'en fiche. C'est pas important. Alors maintenant, je souhaiterais remercier très sincèrement Corinne, cette dame merveilleuse qui fait son site Être en liberté 2, le retour, pour tout le travail qu'elle fait pour les enfants. Et c'est vraiment un sacerdoce. Elle est extrêmement courageuse et valeureuse. Et je la remercie parce qu'hier, elle a fait une vidéo, alors je ne savais pas. On m'a dit, mais regarde, regarde, regarde. Lolo t'a dit, t'as vu, Corinne, elle a fait quelque chose sur toi. Je dis, ah bon? Je sais pas, je vais regarder. Parce que pour me sortir de la tête du guidon, c'est pas évident. Il faut me pousser un peu du coude. Bon, bref, passons. Et dis-toi, c'est pas le moment, hein? Arrête, ça suffit. J'ai dit ce que tu voulais que je dise, hein? Hein? Non, mais c'est bon, ça va, ça va. Non. Tout à l'heure. Voilà. Non, on rigole avec Lolo. Elle est adorable. C'est ma louloute. Et donc Corinne m'a rendu hommage par rapport à mon travail et par rapport à mon livre sur la vaccination. Donc je vous encourage de voir cette vidéo parce qu'elle dit ce qu'elle dit est vrai de toute façon. Pas sur moi, mais sur les recherches en tous les cas. Je suis assez peu sensible à la flatterie, mais je remercie les gens bienveillants qui reconnaissent le travail qui est mené pour aider cette humanité en souffrance. Voilà, c'est mon objectif.
Alors hier soir, maintenant et après je terminerai avec ceci qui est très intéressant. Hier soir j'ai discuté avec mon frère d'âme, qui s'appelle Hassan Bodi. Alors il y a vraiment de l'amour entre nous, de l'amour fraternel, très fort. Nous nous entendons très bien et on ne peut pas se parler 5 minutes parce que ça dérive toujours sur 2 heures. Et nous parlons de beaucoup de choses en règle générale, de physique, physique quantique, de son travail qui est absolument remarquable. Et je vous assure que Hassan Bodi est certainement l'un des plus grands physiciens de la nouvelle ère, parce que par des preuves technologiques, il fait progresser et il va faire progresser l'humanité. Je vous signale aussi qu'il va être interviewé par une télévision serbe qui va venir lui réserver 2 émissions. Et si c'était un mauvais, je vous assure que la télévision serbe ne se déplacerait pas en France pour venir l'interviewer. Mais ça, je suis très 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 heureux pour lui que son travail soit enfin reconnu. Parce que ça va ouvrir de nouvelles perspectives à l'humanité. Et je vous assure que c'est quelque chose de très très grand qui se prépare. Là-dessus, nous discutions. Et on parlait des vaccins, comme d'habitude. Et je lui ai expliqué, parce qu'il a eu une idée en physique quantique, qui m'a immédiatement fait penser au vaccin contre la rougeole. Et je lui ai expliqué qu'en réalité, puisqu'on parlait des scientifiques qui faisaient fausse route, qu'en réalité, les scientifiques actuellement font fausse route, et je vous le prouverai à nouveau tout à l'heure avec ce qui se passe en Syrie, et l'OMS et l'UNICEF, qui sont des complices de crimes contre l'humanité. Ah bah oui, ça c'est évident, hein, c'est évident. Je vous en donne la preuve. Avec des références, et comme dit Corinne, je donne toujours mes références. Et ça, c'est mon travail, je suis un universitaire, et un universitaire ne va pas vous annoncer une grande phrase sans vous donner de référence. Sauf que là, je vous donne un point de vue qui n'engage que moi. Il est une erreur fondamentale de vacciner contre la rougeole. Pourquoi? Parce que dans le corps humain, se trouve une quantité de virus qui sont là pour déclencher le système immunitaire à des périodes clés de l'âge de l'homme et donc de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ces maladies sont déclenchées elles-mêmes par le système immunitaire pour provoquer une réaction, évidemment, une réaction de défense qui va permettre à l'enfant de passer à un autre stade. Si vous bloquez ce stade de développement, vous bloquez la réponse immunitaire de l'enfant pour une quantité d'autres maladies. Ce qui fait qu'après, l'enfant tombe malade successivement. La preuve en est qu'un enfant qui attrape la rougeole, qui n'est pas une maladie grave, on n'en meurt pas particulièrement. Ceux qui en meurent, ce sont essentiellement les enfants qui sont vaccinés et qui sont vaccinés à plusieurs reprises, même 2 fois. Ça, c'est le docteur Polland qui dit ça aux États-Unis, qui est le ponte de la vaccination aux États-Unis, pro-vaccination, et qui dit qu'on ne comprend pas que des adolescents, même 2 fois vaccinés, attrapent la rougeole et en meurent. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal parce que ces gens-là sont complètement formatés par les laboratoires pour faire croire que les vaccins empêchent les maladies. Or, c'est complètement faux. Ce ne sont pas les vaccins qui empêchent les maladies, ce sont les antiviraux, ce sont les antibactériens, c'est l'hygiène, c'est la bonne alimentation, c'est ça qui chasse les maladies. Normalement, quand vous vivez, regardez dans la nature, c'est très rare que les animaux soient malades. Ou en fin de vie, quand ils ont moins de défense immunitaire, mauvaise alimentation, ils tombent malades. Ou alors, dans certains secteurs, il y a des virus, comme ce qui se passe actuellement dans le permafrost, où avec les chemtrails, ils réchauffent la glace, et ça libère la maladie du charbon, qui va contaminer en 24 heures. C'est des virus très anciens, donc on n'a plus de défense pour ça, puisqu'on les a complètement
ces défenses, on les a complètement endormies avec les vaccins, puisque comme je vous l'ai dit, il a été prouvé scientifiquement que nous avons répertorié une centaine de virus inconnus, mais il y en a bien davantage. Donc, ce que je disais à Hassan, c'est que, en réalité, si on bloque le développement de la rougeole, on bloque le système de défense des enfants. Et en fait, on les affaiblit. La preuve en est que, comme vous l'avez vu, l'explication que j'ai donnée hier sur ce mauvais pédiatre qui, je ne dirai pas son nom parce que c'est un imbécile et un incompétent, donc c'est pas la peine de le chercher, c'est pas important, mais c'est pas le seul dans ce cas-là, qui nous raconte qu'il faut absolument vacciner pour éradiquer une maladie. C'est absolument faux. Et puis d'ailleurs, la question que je pourrais lui poser, c'est pourquoi, docteur, voulez-vous absolument éradiquer une maladie qui n'est pas mortelle? Parce qu'il ne réfléchit pas à ce que la maladie apporte au corps. Or, ce que la maladie apporte au corps, c'est un mécanisme de système de défense immunitaire qui vont créer une immunité à vie. Un enfant qui attrape la rougeole à 5 ans, par exemple, sans être vacciné avec le ROR, qui lui est supposé, parce qu'on l'a vu, déclencher un autisme chez les enfants. Entre autres, pas tous, bien sûr. On n'est pas égal devant la maladie, personne n'est égal devant la maladie. Ça, il faut le reconnaître. Donc, un enfant qui n'est pas vacciné avec le ROR, heureusement, grâce à lui, et grâce au ciel, grâce à ses parents, eh bien, déclenche une rougeole. Ok, il va être malade. Il va faire une petite réaction. Mais il ne va pas en mourir. Mais après avoir relancé son immunité, il est immunisé à vie contre la rougeole. Donc il passe à un autre stade. Vous comprenez? Un enfant qui est vacciné avec le ROR contre la rougeole va être protégé du point de vue immunitaire et encore, c'est même pas garanti, entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans, c'est tout. Ensuite, il va falloir lui faire un rappel pour l'empêcher de développer cette rougeole que son corps lui demande de développer pour fabriquer son immunité. Et donc il va encore attendre 5 ans. Ça veut dire 10 ans. Il ne sera plus un enfant. Il sera adolescent. Ce qui veut dire que ce système de virus qui est dans le corps et qui va développer l'immunité n'aura pas pu agir. Et donc il sera plus faible. Et alors, il va tout de même, parce que c'est inscrit dans son ADN, développer une rougeole, et même vacciné à 2 reprises, il va en mourir. Alors, est-ce qu'il va mourir de la rougeole? C'est pas sûr que c'est de la rougeole qui le tue. Mais les vaccins sont très soupçonnés d'être la cause de cette mort, mais ils ne veulent pas le dire parce qu'il faut vendre, vendre, vendre. Et donc, on a eu cette discussion avec Hassan, et je vous en fais part aujourd'hui, pour que vous puissiez réfléchir au rôle de la maladie infantile et de l'immunité. Je ne parle pas de la variole, je parle de la rougeole. Et de toute façon, comme Corinne l'a fait dans Être en liberté dans sa vidéo, elle a bien expliqué ce que j'avais écrit dans ce livre, qu'au XIXe siècle, tous les cas, quasiment 96% des cas de variole étaient des cas de personnes qui avaient été vaccinées. Et je vous ai fait une capsule également sur les vaccins à Londres, une étude statistique de 50 ans qui prouve que le vaccin contre la variole ne sert à rien et qu'il déclenche plutôt la maladie plutôt que de protéger. Donc, nous sommes là sur à peu près 2 siècles d'imposture médicale parce que c'est de l'argent et ça rapporte. C'est cela que vous devez penser. Et hier, évidemment, ça n'a pas plu à la bonne du petit Bokassa et à sa copine Agnès. Elle n'a pas du tout apprécié le fait, et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça, qu'il n'a pas du tout apprécié le fait que j'ai démontré qu'il s'agissait d'une fourberie mise en place par les laboratoires uniquement pour permettre aux laboratoires de ne pas réaliser un DTP sans aluminium et de rajouter par la même occasion d'autres vaccins qui coûteraient encore plus cher pour affaiblir les enfants et pour enrichir évidemment les laboratoires. Voilà. Alors,
Sur ce, mon frère Hassan et moi, nous avons bien ri. Loulou s'est réveillée, elle a dit mais qu'est-ce que vous avez à rigoler comme ça tous les deux? Et puis, je l'ai renvoyé se coucher et j'ai dit sinon c'est le placard. Alors elle est repartie, tic, 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 comme ça. Et nous on a continué à se marrer. Voilà, la conférence n'est pas terminée. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des problèmes qui sont liés à la mammographie. La mammographie, c'est un examen extrêmement douloureux qu'on fait aux femmes, et j'en ai parlé dans ce livre il y a 5 ans. J'en ai parlé déjà dans ce livre. C'est pas moi qui en parle, ce sont des médecins, des oncologues même, des oncologues qui prennent soin justement de leurs patientes plutôt que de vouloir s'enrichir, et qui déclarent que c'est un examen extrêmement douloureux qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les femmes. Sauf que maintenant, la Sécu vous envoie ça à faire. Ben, évidemment, vous comprenez, la Sécu, ils vous disent que la Sécu est ruinée, mais elle n'est pas ruinée, parce que c'est une grosse arnaque aussi. Ça, c'est dans Pandora également, où j'explique à travers une publication d'une personne qui est très renseignée, et qui vous explique par A plus B que le scandale de la Sécu est un scandale organisé par le gouvernement, et que ce qu'on vous raconte sur faire des économies à la Sécu, c'est encore une grosse supercherie qui devrait cesser, mais à la limite, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que on vous fait croire que, et vous y croyez, et on vous dit ah oui, la Sécu, ben la Sécu elle n'est pas du tout malade, c'est l'État qui l'a rendue malade. Et en plus, c'est l'État, à force de travailler avec les laboratoires, qui la rend malade. Donc la Sécu, elle veut vous forcer à faire des examens pour pister le cancer du col de l'utérus. Elle veut vous mettre des tubes dans le derrière, ce que j'appelle des ancylographies, pour vérifier si vous n'avez pas un cancer du côlon, pour ci, pour ça. Et c'est extraordinaire parce que d'abord, ils vous mettent des médicaments qui vous assassinent, ils autorisent des vaccins qui tuent les enfants, mais soi-disant, ils cherchent à vous soigner et en faisant des tests absolument invalidants et inutiles. Parce que j'ai un ami, mon ami Emilio, sa maman âgée, ils lui ont fait cette fameuse ankylographie. Je suis désolé d'être grossier, mais il faut dédramatiser. C'est ce que disait mon père quand on lui en avait fait une. Il m'a dit on va me faire une ankylographie. Alors on en rigolait, mais c'était pas drôle du tout. Eh bien, la pauvre femme, ils lui ont percé le côlon. Et puis donc les selles se sont, l'intestin plutôt, les selles se sont répandues dans le corps et elle est morte d'une septicémie. Et on lui a dit, oh ben, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà ce qu'ils font. Ils s'en foutent. Parce que les coloscopies, il ne faut pas les faire à partir d'un certain âge, puisque les membranes sont très affaiblies, vieillies évidemment, et elles peuvent se percer. Mais on le fait quand même. Donc ils s'en foutent, hein, et c'est pas leur problème, ça les regarde pas. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du malade, du cadavre, faire fonctionner l'économie, c'est tout. Ils vont vous dire, c'est pas vrai ce qu'il dit Jean Droc. Mais si, c'est vrai. C'est vrai, vous le voyez, je reçois plein de témoignages de vous, de comment ils ont tué vos parents. Ils ont vraiment tué vos parents. Tout comme ils ont tué mon père. Donc, de la même façon, on est vraiment au pays de l'apprenti sorcier. C'est-à-dire qu'on a ces magiciens du Moyen-Âge, là, ces médecins du Moyen-Âge avec ces grands becs en papier mâché ou en bois. Alors, je vous explique quand même que c'était pour lutter contre la peste et qu'à l'intérieur, on bourrait ces grands nez d'herbes aromatiques qui désinfectaient les bacilles de la peste ou je ne sais pas quelle épidémie, quelle qu'elle soit. Du moins, ils y croyaient dur comme fer. Et ils croyaient qu'avec leur grand pif, ils allaient éviter de tomber malade, mais c'est pas comme ça qu'on tombe malade et on n'évite pas avec des placebos comme ça. Mais en revanche, les médecins d'aujourd'hui, ils n'ont plus les grands becs, ils ont simplement un chapeau comme Mickey là dans Fantasia, et ils se prennent pour des grands soigneurs. Et il suffit de voir le mépris que nombre de médecins accordent à leurs patients, c'est désastreux, c'est désastreux. Alors que plus le médecin est empathique vis-à-vis de vous, plus il est aimable et gentil, plus vous pouvez vous dire que vous pouvez lui faire confiance.
Mais plus il est distant et plus il est arrogant, vous pouvez vous dire que c'est un type qui de toute façon n'en a rien à foutre de vous et que vous n'êtes qu'un numéro et vous devez, la seule chose qui l'intéresse, c'est de recevoir son chèque. C'est tout. C'est la seule chose qui compte. Donc, et souvent, ce ne sont pas des bons médecins. Moi, des bons médecins, j'en connais, et ce sont des gens remarquables, absolument remarquables, qui sont attentifs, qui sont à l'écoute, et qui ne sont certainement pas dans la moquerie. J'avais un ami d'ailleurs qui était artiste chilien à Strasbourg, et qui avait un problème. Et évidemment, on ne savait pas ce que c'était que ce problème. Et un médecin qui l'avait consulté avait écrit une lettre à son collègue. Eh bien, il a ouvert la lettre. Et la lettre, elle était pleine de moqueries contre lui. Je t'envoie l'Indien de la Pampa, il croit que si ça, c'est un hurluberlu. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que font les médecins? Pas tous, je le sais, pas tous. Attendez. Et vous savez, c'est comme dans la société, hein. Il y a des bons et des mauvais, hein. C'est tout. Mais le problème, c'est qu'ils jouent avec notre vie, les bons et les mauvais. Surtout les mauvais. Et ils sont jamais, comme on dit en anglais, accountable, c'est-à-dire qu'ils sont jamais responsables de rien. Il faut que ça cesse. Vous savez, le jour où on responsabilisera et les laboratoires et les médecins, ils prendront beaucoup plus de soin à nous soigner mieux que ce qu'ils le font à présent. Alors on va commencer par cet article qui a été écrit par Jill Sayer, qui est le fondateur de GreenMed Info. Alors c'est sûr, c'est pas du Natural News, mais c'est du même acabit, sauf que c'est assez dur à traduire. Lui, il est vraiment compliqué. Alors, les mammographies entraînent des diagnostics non valides et des effets nocifs. C'est le titre de son article. Alors, je vous le répète, ici, ce sont des avis que nous donnons. Ce ne sont pas des diagnostics. Ce n'est pas une ordonnance, c'est rien du tout. Ce sont des avis. Nous partageons, nous échangeons. C'est comme une conversation qu'on aurait autour d'un café. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, après, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Alors, il y a le dépistage précoce de la mammographie au rayon X. Alors la mammographie, on va prendre le sein, on va le mettre là sur une plaque de verre qui va l'écraser, mais qui va vraiment lui... C'est vraiment pas une partie de plaisir, hein. Alors les femmes qui ont des petits seins, c'est horrible pour elles. Les femmes qui ont des gros seins, c'est pas mieux. Ça leur fait très mal, quoi qu'il en soit. Et là, il n'y a aucun respect, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut qualifier de médecins des gens qui font ce type d'exercice. Parce que c'est de la torture. Pour moi, c'est de la torture. Et on dirait que parfois les hommes se vengent sur les femmes. Et je trouve que c'est scandaleux. Scandaleux. Alors, le dépistage précoce par la mammographie au rayon X a été le centre des campagnes de sensibilisation du cancer du sein pendant un quart de siècle. On s'est dit, oui, la mammographie, c'est super, ça nous donne des résultats. Cependant, très peu de progrès ont été accomplis en sensibilisant le public sur les différences essentielles entre les lésions tumeurs bénignes et un cancer invasif ou non invasif détecté par le biais de cette technologie. C'est-à-dire que les femmes peuvent avoir des petites boules de graisse à l'intérieur du sein. Des fois, ça fait mal un petit peu. Elles peuvent avoir ce qu'on appelle des nodules, mais qui ne sont pas forcément cancérigènes, qui ne sont pas forcément dangereux. Ils peuvent rester là sans développer nécessairement de tumeur. Donc là-dessus, on n'a aucune preuve. Mais, soi-disant, par mesure de précaution, on va découper le sein. Alors d'abord, on fait une biopsie. Ensuite, on va découper le sein. On va retirer le truc. On va refermer. Et puis, on va faire une chimio comme ça pour être sûr que ça ne viendra pas. Et comme on l'a vu la dernière fois, que c'est la chimio qui, elle, va développer le cancer, c'est super. Et après, on va dire, bah oui, vous savez, on avait raison. Ben non, on n'a pas raison. On n'a pas systématiquement raison quand on est médecin. Je suis désolé. Et j'en sais quelque chose, ma mère a eu 3 cancers du sein. Et je ne suis pas certain que les 3 étaient des cancers. Donc, mais ça les gêne pas, ils s'en foutent. Hein. Ils traitent très très mal les gens. Ma mère s'est retrouvée un jour, à l'âge de plus de 50 ans, non plutôt 60. S'est retrouvée à 60 ans sur une
sur une table en fer glaciale toute nue, pendant que 2 connards de médecins se marraient en se racontant des blagues de cul. Et ma mère était là, allongée pendant une demi-heure, à crever de froid. Et eux, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ben, j'en sais rien, moi. Ils attendaient d'allumer le bouton pour faire l'examen. Et ma mère a pleuré et on lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis toute nue là, je vous connais pas, vous êtes en train de vous marrer, vous trouvez que c'est drôle? Non mais ces espèces de connards, si j'avais été là, je leur aurais pété la gueule. Je vous jure que c'est vrai. Ça c'est insupportable. Et ça vous l'avez vécu, vous le vivez au quotidien. Il faut que ça cesse. Les carabins, je vous dis, ils commettent des erreurs, c'est un point dans la gueule. Il faut arrêter quand ils viennent vous voir, là. Oui, on est désolé, on a... Non, 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 non. T'es médecin. On a payé pour que tu sois médecin. Tu es responsable. Et ben, tu assumes. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Le jour où les gens se révolteront, je pense que les médecins commenceront à être plus respectueux et plus efficaces. Non, mais attends, ça va, là. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je continue, pardonnez-moi cet excès de colère, mais quand ça vous touche personnellement, c'est très difficile. Et j'étais trop jeune à l'époque. J'étais trop jeune. Mais aujourd'hui, ça arriverait à Louloute ou à ma grande ou à n'importe qui, je peux vous assurer que ça ne se passerait pas comme ça. C'est vrai, ces gens-là ne respectent que la violence. C'est terrible. Les tribunaux, ils s'en foutent, ils savent qu'ils gagnent leur procès, ils sont complètement corrompus, il n'y a pas de problème. Les médecins se soutiennent les uns les autres. Il n'y en a pas un qui va dire « Ah oui, vous avez raison, il a commis une faute, patati. » Non, 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 ils sont copains comme cochons, c'est vraiment dégueulasse. Donc, je suis désolé, hein, c'est le Far West, alors c'est le Far West. Alors, quand toutes les formes de pathologie mammaire sont examinées dans l'ensemble, quel que soit leur risque relatif pour les dommages, la maladie du sein prend l'aspect d'une entité monolithique que vous avez et que vous n'avez pas. Ils appellent cela le cancer du sein. Ça veut dire que, sous prétexte qu'il y a des petits nodules de graisse, c'est inévitablement un cancer du sein. Alors on va me dire, oui, mais il ne connaît rien, Jean Droc. Mais d'accord, je ne connais rien. Je vous lis un article, vous en faites ce que vous voulez. La notion d'un cancer du sein qui ne représente aucun symptôme et qui ne peut pas être diagnostiqué par la palpation manuelle de la poitrine ne devient pas envahissante dans la grande majorité des cas, ce qui peut sembler incroyable pour la plupart des femmes. Donc, c'est ce que je vous dis, si vous avez un petit nodule qu'on voit à l'échographie, qu'on ne peut pas détecter quand le médecin va vous palper les seins, il va se régaler, le mec, tiens, je vais lui palper les nichons et tout, je vais me régaler et tout. Mais c'est drôle, je trouve pas. Alors il va vraiment y aller, quoi. Puis il va dire qu'il ressent rien. Ça devrait être un métier de femme, pas de mec. Ouais, parce que quand ils ont fini, ah putain, t'as vu la nana que j'ai plotée? Oh, elle était bonne et tout. Ne croyez pas qu'ils sont pas humains, hein. Bon. Je comprends les musulmans qui ne veulent pas être touchés par des hommes. Hein. Si c'est pour ça, merci. Hein. Et puis après, oui bon, il l'a bien tripoté pendant 20 minutes, puis il dit, bon, on va quand même, par mesure de sécurité, petit chimio, et... Hein? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Et puis on va couper, hein. Par mesure de sécurité. Mais ta gueule, laisse vivre les gens, par mesure de sécurité. C'est ça le truc. Le type qui a découvert Yosemite Park aux États-Unis, c'était un type qui avait été diagnostiqué cancer en stade terminal. Il avait 40 ans. Et alors il a dit, si je vais mourir, je vais dans la nature. Et il s'est baladé dans le parc, en Californie, puis il a découvert ce parc magnifique. Et il est mort 40 ans plus tard. Parce qu'il a mangé que des produits naturels. Il ne s'empoisonnait plus avec les sodas, les viandes pleines de pesticides, de machins et de trucs, parce qu'il y en avait déjà à l'époque. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention. Je ne dis pas non plus, attention, ne me faites pas dire qu'une femme qui a été diagnostiquée par un cancer du sein ne doit pas être soignée. Hein. Attention, hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Ne me faites pas dire ça. Parce que il est très possible également que vous ayez un véritable cancer, mais réfléchissez simplement à la technique de soins
que vous voulez subir. C'est tout. Je vous ai donné des solutions pour la chimiothérapie, qui sont des solutions scientifiques. On a prouvé que les 3 chimiothérapies de base, j'ai donné les noms, donc c'est dans la vidéo, vous pourrez les retrouver, et c'est dans les liens également, eh bien, provoquaient et étendaient le cancer. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Alors, cependant, il existe une anomalie clinique assez mystérieuse connue comme le carcinome canalaire in situ, à l'intérieur, qui est en fait le plus couramment diagnostiqué et inutilement traité sous la forme du cancer du sein aujourd'hui. Ben, c'est ce que je vous disais, un carcinome, un petit nodule qui a même pu durcir et qu'on diagnostique comme un cancer du sein mais qui n'en est pas un. Ce que les femmes ne parviennent pas à comprendre parce que leur médecin ne sait pas mieux ou n'a pas pris le soin de le leur expliquer, et que vous, mesdames, vous avez le choix lors d'un diagnostic représentant un carcinome canalaire in situ. Plutôt que de succomber à un traitement agressif avec de la chirurgie, des rayons et de la chimio, les femmes peuvent choisir une attente vigilante. Alors les rayons, ne croyez pas que les rayons soient anodins. Ma mère a été bombardée de rayons, de sorte que ça lui a brûlé tous les vaisseaux à l'intérieur, et que si elle tousse, elle peut cracher du sang. Depuis. Et donc elle est toujours en sursis. Elle n'est pas en sursis à cause du cancer. Elle est en sursis à cause du traitement du cancer, parce qu'elle a été irradiée beaucoup plus qu'elle n'aurait dû l'être. Et ça, que voulez-vous, hein, quand vous avez des carabins qui sont en train de se raconter des blagues de cul, au lieu de vérifier les niveaux, eh ben, c'est comme ça que ça se passe. Ils vont vous dire, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ça suffit. Ah, heureusement ou malheureusement, que j'ai des traces factuelles. Hein. Alors, mieux encore, un changement radical de style de vie peut être axé sur l'élimination de l'exposition aux produits chimiques et rayonnements, ainsi qu'une meilleure hygiène de vie en contrôlant son exercice et sa nutrition. Donc, vous pouvez également décider de changer de mode de vie et vous contrôlez votre exercice, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'exercice, et votre nutrition. Vous ne voulez pas sortir, ok, vous prenez un tapis, vous savez, pour courir, et vous courez. Vous courez ou vous marchez 1 heure par jour, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous contrôlez votre nutrition, vous ne mangez pas de produits qui ont déjà été... qui sont déjà passés par 36 mains, avec des conservateurs machin, des conservateurs trucs, parce que ne croyez pas que c'est innocent. Hein. On a assassiné Corinne Gouget, justement, parce qu'elle avait fait le guide de ces produits toxiques qu'on met dans la nourriture. Hein. Et on a dit qu'elle s'était suicidée. Encore un suicide. Moi, je vous dis, j'ai pas du tout... On a ici, dans cette maison, personne n'a l'intention de se suicider. Hein. On aime bien trop la vie pour ça. Hein. Et les accidents, difficiles. Alors, ce choix n'est pas accompli dans la plupart des cas parce que la communauté médicale... Et puis, attendez, et même si je voulais me suicider, je vous assure que Louloute, elle me saute dessus. Hein. T'en restes ici tout de suite. Ça marche pas comme ça. Donc, ce choix n'est pas accompli dans la plupart des cas parce que la communauté médicale m'informe par ses patientes que ce choix existe. Elle n'informe pas ses patientes que ce choix existe, excusez-moi. Entre 30 et 50% de nouveaux cancers du sein diagnostiqués ont été obtenus à travers des projections de mammographie au rayon X et sont classés comme carcinome canalaire in situ. Le carcinome canalaire in situ se réfère à la croissance anormale des cellules dans les canaux galactophores, c'est pour donner votre lait à vos enfants, du sein, en formant une lésion calcifiée couramment entre 1 et 1,5 cm de diamètre et est considéré comme non invasif ou cancer de sein à stade 0. Donc, si vous pouvez vivre avec, vous ne touchez pas. C'est juste une calcification, c'est comme le calcaire dans votre machine à laver, ou c'est la même chose. C'est la même chose, c'est lié à l'eau que vous buvez, c'est lié à votre alimentation, c'est lié à une quantité d'éléments.
Bon, on peut éviter ça en soignant son alimentation. Alors, il y a certains experts, et ça j'en parlais d'ailleurs dans Pandora, qui plaident, donc certains experts médicaux, des médecins, qui plaident pour le reclassement du carcinome canalaire in situ complet comme une condition non cancéreuse. C'est-à-dire que, les gars, c'est pas un cancer, c'est juste un carcinome, ça fait pas de mal, c'est là, c'est un peu dur, mais c'est pas grave. On n'en meurt pas et ça développe pas un cancer, en tous les cas. Le British Medical Journal, qui est une revue médicale internationale et de première publication en ligne, car son site est mis à jour quotidiennement avec des articles originaux, des podcasts, des vidéos, et organisé en 4 flux de contenus principaux, recherche, éducation, information. En outre, le site est entièrement consultable grâce à une archive vers 1840 articles et de nombreux sujets cliniques et non cliniques. Donc, le British Medical Journal a commencé à publier des études indiquant que le dépistage du cancer n'a jamais sauvé des vies. C'est pas du tout ce que vous dit la Sécu. Elle vous dit tout le contraire. Ou que ce que les autorités médicales classiques considéraient depuis des décennies être le cancer ne l'était pas vraiment après tout. Alors, je m'adresse à la Sécu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait réformer un petit peu certains médecins qui se prennent pour ces apprentis sorciers et qui qualifient des cancers qui n'en sont pas, qui vont coûter à la sécurité sociale et qui vont coûter aussi à la santé de ces femmes qu'on va opérer en fait pour rien. Parce que c'est ça aussi le problème. Le British Journal, Medical Journal, a commencé... D'accord, très bien, je vous l'ai lu, excusez-moi. Dans la dernière étude du British Journal, Medical Journal, déclare, ouvrez les guillemets, efficacité et surdiagnostic de dépistage par mammographie aux Pays-Bas, une étude basée sur la population. Ils ont publié cet article qui va prouver à nouveau qu'il y a une efficacité dans le surdiagnostic, donc une inefficacité dans le bon diagnostic du cancer du sein à travers la mammographie. Les chercheurs ont analysé l'incidence spécifique du cancer du sein aux Pays-Bas chez les femmes qui avaient été inscrites pour passer une mammographie de dépistage tous les 2 ans depuis 1989. Elles étaient âgées de 50 à 69 ans. Et en 1997, de 70 à 75 ans. Bon, alors là, à cet âge-là, le cancer, il avance pas vite. Il faut le savoir. Chez une jeune femme, le cancer avancera plus rapidement, parce qu'il y a une multiplication des cellules. Et chez une femme âgée, c'est plutôt l'inverse. Et d'autant plus une femme ménopausée. L'étude a évalué la mortalité du cancer du sein et le taux de surdiagnostic du cancer du sein. Le principal résultat des mesures sur l'âge spécifique des patientes et l'incidence du cancer du sein depuis 1989 jusqu'en 2012 ont été décrits comme suit. Ouvrez les guillemets. Les chiffres supplémentaires in situ et stade 1 des tumeurs du sein associées au dépistage ont été estimés en comptant les taux chez les femmes âgées de 50 à 74 ans, avec ceux des groupes d'âge qui n'étaient pas invités à faire une étude. Un surdiagnostic a été estimé par soustraction des cancers dans le temps. Réduction de la mortalité du cancer du sein et surdiagnostic au cours des années 2010-2012 ont été calculés sans scénario 1 et le scénario 2, une cohorte d'effets 20 sur tendance de la mortalité. Je sais, ce n'est pas très clair, mais ce qu'ils essayent de vous dire, c'est qu'en fait, les résultats de ces mammographies du point de vue statistique ont montré qu'on avait diagnostiqué à outrance des cancers qui n'en étaient pas. C'est ça que ça veut dire. Alors, le programme de dépistage de la mammographie hollandaise semble avoir peu d'impact sur la charge de cancer avancé du sein, ce qui suggère un effet marginal sur la mortalité due au cancer du sein. Environ la moitié de la plage détectée de cancer du sein représentait un surdiagnostic. C'est-à-dire que sur tous les cancers du sein qui ont été déclarés dans cette période, 50% d'entre eux n'en étaient pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci les médecins.
Le surdiagnostic a augmenté au fil du temps avec l'extension du dépistage des femmes âgées de 70 à 75 ans et le remplacement de la mammographie sur film basée par mammographie numérique. Parce que, évidemment, comme c'est un business, on invente des nouvelles machines. Et en passant des rayons X au numérique, eh ben, on fait encore des erreurs. Alors, en 2009-2011, 51% des tumeurs in situ et les cancers de stade 1 trouvés chez les femmes âgées de 50 à 74 ans et 50% des cancers détectés seraient un surdiagnostic de cancer. Décidément, ils insistent, c'est qu'il y a 50% des cancers détectés qui ne sont pas des cancers. L'étude fait comprendre que le but principal du dépistage du cancer, à savoir diminuer la mortalité de cancer, n'est pas atteint. C'est ça le problème. Ça veut dire que ça peut peut-être sauver sur 100 femmes, 50 femmes, peut-être. Mais ça ne peut pas sauver les 50 autres qui auraient été diagnostiquées sans le cancer du sein. Avec le cancer du sein alors qu'elles ne l'ont pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez, je me suis trompé, c'est pas 50 et 50, c'est 25 et 25. Voilà. Mais là, dans le cas présent, vous avez sur 100%, vous avez 52% de femmes qui sont diagnostiquées avec des cancers et seulement la moitié d'entre elles ont vraiment un cancer. Alors on fait quoi? J'ai dit une bêtise, mais je me suis corrigé. Oui, je sais, Louloute, c'est bon, ça peut m'arriver. Hein, n'est pas parfait. Alors, je vais passer un petit peu, parce que c'est vraiment compliqué ce truc-là. Ça m'a pris un temps. Alors, par exemple, tant les professionnels médicaux, les médias que le public dépendent toujours d'informations incomplètes, fausses et périmées dont les conséquences peuvent être dévastatrices sur la santé du public. À nouveau, on nous dit qu'il y a une manipulation des chiffres et des statistiques la plupart du temps et surtout des informations. Donc on n'informe pas assez les femmes sur ce que c'est qu'un cancer du sein, s'il est malin, s'il est bénin et s'il est nécessaire d'opérer. Mais systématiquement, pour faire vivre un hôpital, on va favoriser une opération ou une intervention, quelle qu'elle soit, pour rentabiliser l'hôpital, puisque maintenant on les ferme. Mais oui, on les ferme. On les ferme des animaux, hein, comme disait Orwell. Par exemple, il a été évalué 1,3 million de femmes qui ont été à tort diagnostiquées et traitées pour le cancer du sein pendant les 30 dernières années. Je vous rappellerai la chanteuse Kylie Minogue, qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein. On lui a fait une chimiothérapie, on lui a fait une ablation des deux seins, la pauvre petite qui était tellement mignonne, et elle se retrouve jeune fille, jeune femme, sans sein, alors qu'en fait, elle n'a jamais eu de cancer du sein. Et elle a déclaré cela, elle a dit à ses fans de faire très attention. Mais c'est un drame, un drame. Chez ma cousine en Australie, c'est pareil. Hein. On a dépisté un truc, elle aurait tel enzyme ou tel germe, je sais plus quoi. Alors on va tout enlever, hein. On enlève tout le haut, on enlève tout le bas, et on a fait Robocop. Non mais je rêve. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à croire des choses pareilles. Surdiagnostic et surtraitement subséquent pour le cancer du sein a également de profonds effets psychospirituels préjudiciables et effets physiques sur les sujets diagnostiqués et traités. Ben oui, parce que ça ne suffit pas de diagnostiquer et de traiter un cancer du sein chez une femme, mais une femme qui se retrouve sans sa poitrine, mais c'est extrêmement douloureux. C'est douloureux pour elle, c'est douloureux pour les gens qui sont autour d'elle, c'est douloureux pour tout le monde. Est-ce que la vie peut reprendre comme ça? C'est pas du tout évident de vivre avec des prothèses. Alors il y a évidemment des prothèses de reconstruction, mais c'est dur, c'est très dur. Moi je peux vous assurer que quand j'ai vu la prothèse de ma mère, quand j'ai fait son déménagement, parce qu'elle en avait deux, mais ça m'a fait mal, ça m'a donné envie de pleurer.
Essayez de comprendre que ces apprentis sorciers diminuent les individus. Ils les diminuent. Ils leur enlèvent une part de leur féminité. Une partie d'eux-mêmes. C'est grave. Ils s'en foutent. Allez, on coupe. On coupe. Il n'y a pas de problème. Mamadou, il aime, Mamadou, il coupe. Et ça va, hein? Comme je l'ai indiqué précédemment dans Les dangers cachés des mammographies que chaque femme devrait connaître, dit l'auteur, les femmes qui ont été faussement diagnostiquées avec le cancer, même 3 ans après avoir été déclarées guéries du cancer, continuent de signaler de graves conséquences psychosociales sur leur vie, comparées aux femmes qui avaient des résultats normaux dans les 12 résultats psychosociaux. Bon, ça, on leur fait faire des tests. Et ces femmes qui n'ont pas été atteintes par un cancer du sein, eh bien, elles remplissent le test sans problème. En revanche, les femmes qui ont été atteintes et opérées et mutilées, eh bien, elles sont gravement traumatisées. De plus, non seulement ces femmes doivent subir des traitements invasifs, une tumérectomie, une mastectomie, une chimiothérapie ou une irradiation, suivie d'un traitement médicamenteux avec des agents hautement toxiques comme le tamoxifène, l'arimidex. L'ancien a été classé, alors là, écoutez bien, c'est un anticancéreux. Hein. C'est une chimio, j'adore ça. Ça me fait vraiment marrer. Mais je ne devrais pas, mais c'est... Alors, l'arimidex, l'ancien arimidex, a été classé comme cancérigène par l'OMS et l'American Chemical Society. Attends, t'entends là? Les médecins vont dire « Oh, t'as un cancer du sein, je vais te soigner avec ce médicament, ça marche très bien. » Et le truc, qu'est-ce que ça fait? Ça débloque encore plus le cancer. Parce que c'est un produit cancérigène. Et puis, il faut que vous sachiez quand même, hein, la chimiothérapie. Alors, quand on manipule la chimiothérapie, on a une combinaison de cosmonautes avec des gants. Attention, hein, c'est vachement toxique. Et même quand on a manipulé la chimiothérapie, les produits sont mis dans des containers spécifiques et on a toujours une combinaison et des gants où on ne peut pas se piquer avec parce que c'est extrêmement dangereux. Et vous croyez que ça fait du bien à votre corps? Non mais il faut repenser toute la médecine, hein, toute la médecine. Mais les erreurs de diagnostic sont reconnues pour être un surdiagnostic, c'est-à-dire que les médecins ne sont jamais responsables. Ils commettent une erreur de diagnostic. Ah, excusez-nous, c'est un surdiagnostic. C'est comme Obama qui a reconnu qu'à Abu Ghraib, il faisait la torture. Ah, on est désolé, c'est vrai, on a torturé des Arabes qui n'avaient rien à voir avec les terroristes, et puis on en a fait des terroristes. Ils travaillent pour nous maintenant, donc on est désolé. Est-ce qu'ils ont indemnisé les victimes? Non. Est-ce qu'ils ont indemnisé les familles des victimes? Non. Est-ce que le médecin qui se trompe indemnise? Non. Qui c'est qui trinque? Eh ben c'est toi. C'est vous, madame, qui trinquez. C'est toi, mon pote, avec ta femme, qui trinque. C'est pas eux, c'est les enfants qui trinquent. Parce que la maman, avec la chimiothérapie, elle est fatiguée, elle n'est pas bien, puis elle va développer peut-être une autre maladie, qui va peut-être la pousser dans la tombe. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Les médecins sont jamais responsables de rien, surtout quand ils commettent des erreurs. Il faut que ça change. Il faut que les médecins assument leurs erreurs. Il faut que les médecins apprennent que les médicaments qu'ils prescrivent peuvent être dangereux. Regardez ce qui se passe avec le Levothyrox 2. Qui le prescrit? Les médecins. Les gens sont malades à crever. Vous trouvez ça normal? Non. On m'a demandé de travailler sur le Levothyrox. Pardonnez-moi, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de données scientifiques sur le sujet. Et c'est plutôt à Agnès de faire son boulot. Hein? Ah, la mère Bézine, fais ton boulot, putain de merde, t'es payé pour ça. Moi, je suis payé par personne. C'est ça qui est dégueulasse. Et en plus, on m'attaque. Bande de connards. Alors, donc, je reprends. Mais leurs erreurs de diagnostic sont reconnues pour être un surdiagnostic, et donc contribuent à l'illusion que leurs vies ont été enregistrées, et que si la mammographie est un traitement agressif, il est conçu pour améliorer les résultats de survie. Eh ben, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Au contraire,
ces femmes ont survécu malgré leur surdiagnostic et leur surtraitement, même si, assurément, la qualité et la durée de leur vie ont été significativement réduites et non pas augmentées. L'étude a conclu avec l'appréciation provocatrice suivante, qui implique que la mammographie au rayon X non seulement ne sauve pas de vie, mais augmente probablement la mortalité des patientes. Je reprends. Hein, t'écoutes madame, hein, t'écoutes bien qu'est-ce que je t'ai dit. L'étude du journal médical anglais a conclu avec l'appréciation provocatrice suivante, qui implique que la mammographie au rayon X non seulement ne sauve pas des vies, mais augmente probablement la mortalité des patientes. Eh ben moi, ça me fait mal au cul. Ça me dégoûte. Alors, entre guillemets, les données avancées sur le cancer du sein aux Pays-Bas indiquent que la mammographie nationale néerlandaise et son programme de dépistage auraient eu peu d'influence sur la diminution de la mortalité due au cancer du sein observé au cours des 24 dernières années. Donc en fait, la mammographie au rayon X, ça ne sert pas à grand-chose. Et puisqu'il n'y a pas eu de diminution notoire du cancer, parce que on fait un test préalable pour vérifier si vous avez un cancer. C'est ça l'objectif. Donc on a des machines qui vont vous irradier et qui vont dire vous allez être sauvé grâce à nous. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est des machines à prétexte. Hein, c'est c'est une machine à prétexte. Tu vas mettre ton nichon là-dessus, on va te le presser, et puis tu vas voir, on va te dire si tu as ton cancer ou pas. Et puis, que tu l'as ou pas, tu auras ton cancer. Et puis, tu vas te faire opérer, et puis soit tu vas crever de tout ce qu'on va te donner pour soigner un cancer qui n'existe pas, soit tu vas crever du cancer, parce que tout ce qu'on t'a donné, de toute façon, va te faire crever. Donc ça sert à rien. Et alors on investit dans des machines qui coûtent des millions, mais qui ne servent pas davantage. Vous allez voir un jour, mes capsules, on va les retrouver dans les facs de médecine. Ah, ça va me faire marrer, ça. Cette conclusion est conforme à la preuve de fabrication des résultats que les essais en aveugle ont largement surestimé la capacité du dépistage par mammographie pour réduire le risque de décès par cancer du sein dans la période de la vie après la première exposition à la mammographie. C'est terrible, ça. Par contraste, l'étendue d'un évident surdiagnostic ne cesse d'augmenter avec l'invitation au dépistage des femmes âgées, à l'adoption de technologies capables de détecter les tumeurs mammaires de plus en plus petites avec l'imagerie, et la plupart d'entre eux sont d'une importance clinique inconnue. La vache! Je vous donnerai tous les liens. Mais alors là, la mammographie, c'est la fête à neuneux. Exactement. Alors réfléchissez-y à 2 fois. Ou alors trouvez-vous un cancérologue et un radiologue extrêmement compétent qui saura vous dire avec justesse si oui ou non vous êtes contaminée, porteuse d'un cancer. Et puis après, vous ferez une recherche sur la nagalase et puis vous enculerez les labos. Putain de merde. Parce que c'est eux qui vous empoisonnent. La nagalase, je vous le rappelle, c'est une enzyme qui est rajoutée dans les vaccins. Il y a des médecins à Miami qui ont été assassinés pour ça. Pour avoir découvert ça. C'est le docteur Bradstreet. Je vous en ai parlé. Il faut lui rendre hommage, c'est un héros. Mais que voulez-vous, on assassine même les héros, hein, pour du fric. Alors maintenant, on va passer à la Syrie, parce que ça, c'est un thème qui me tient à cœur. Je trouve que c'est l'une des plus grandes injustices du XXIe siècle que d'avoir détruit ce pays qui ne méritait pas de l'être, tout simplement parce que les Qataris et les Saoudiens ont décidé qu'il le soit. Et ils se sont servis de l'aide des Américains et des Français, et donc de toute la coalition, pour détruire un pays qui est
des Israéliens aussi, malheureusement, je suis désolé. Ah, je vais avoir beaucoup de pouces en moins. Là, vous pouvez être certain qu'avec cette vidéo, je vais encore avoir beaucoup de pouces en moins, mais ne tenez pas compte de ça, ça n'a aucune espèce d'incidence. Ça n'a pas d'importance. Ce que vous devez, c'est réfléchir avec votre conscience, avec votre cœur, pour vérifier si je raconte des salades ou pas. Et vérifier, parce que moi, je vous donne tous les liens. Donc, quand j'ai lu cet article ce matin, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il les extermine encore, il continue. C'est vraiment un scandale. Et là, vous allez encore en apprendre de belles. L'Organisation des Nations Unies admet que la flambée de poliomyélite en Syrie a été causée par les vaccins contre la polio. Alors, je me souviens qu'il y a eu un crétin qui m'a insulté parce que j'avais dit que le vaccin contre la polio donnait la polio. Je vous signale que Mike Adams en a parlé dans un article, mais j'en ai parlé il y a plusieurs mois, dans lequel il déclarait qu'effectivement, les vaccins contre la polio qui ont été envoyés en Afrique, eh ben, comme par hasard, ils ont oublié de diminuer l'effet des virus de la polio, ce qui fait que ça a contaminé 350 000 jeunes filles par la polio. C'est-à-dire qu'on les a vaccinées soi-disant pour les protéger contre la polio, et en fait on leur a donné la polio. Alors, je vous l'ai dit hier, la polio c'est une maladie qui ne s'attrape pas comme ça. On ne l'attrape pas dans les airs, c'est pas une grippe la polio. La poliomyélite, c'est une maladie qui se communique par les mains, qui est orofécale. C'est-à-dire que les enfants jouent par terre dans les saletés, il y a des pollutions fécales, ils mettent la main dans la bouche, et là, ils attrapent le virus de la polio. Mais, vous verrez, il y a des solutions qui fonctionnent très très bien sans les vaccins, et vous comprendrez que l'Organisation des Nations Unies et l'UNICEF ne connaissent strictement rien en médecine, mais ils veulent vacciner. Alors qu'on peut guérir la polio, très simplement, à des coûts, mais misérables. Alors c'est un article qui a été publié par Natural News le 30 août 2017 par Vicky Batts. Et on va y aller. Hein. On va y aller. Dans une Syrie déchirée par la guerre, il y a peu de doute que le conflit ait pris une mauvaise direction sur la santé. Il y a un peu de doute. À présent, le fonds The United Nations Children's Fund de l'UNICEF, c'est-à-dire que le fonds national des enfants de l'UNICEF, signale que leur tentative d'utilisation de vaccins pour protéger les enfants contre la polio a échoué. Eh oui, mais ça n'étonne personne. Hein. Tous les médecins compétents, historiens de la médecine, auraient pu le dire, c'était pas la peine d'aller les vacciner. Les vaccins infectent plus d'enfants avec cette maladie dévastatrice plutôt que de les sauver. Je vous rappelle que le discours de la mère Agnès, c'est il faut vacciner pour protéger. Et là, quand on vaccine pour protéger, eh ben on invalide. Il faut m'expliquer. Elle est médecin, hein, mais rappelez-vous qu'elle a travaillé 14 ans pour les laboratoires dans le conseil d'administration, donc elle a gardé des liens, et puis elle aime bien les gens des labos, les chouchous de la popoche, et tout ça. C'est pas autre chose. Hein. Et là, évidemment, le vaccin contre la polio rend les enfants malades sans blague. Dis-toi, toi, je t'ai rien demandé. En tant que représentant de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS, Elisabeth Hoff rapporte, à compter du 18 août 2017, 33 enfants âgés de moins de 5 ans ont été paralysés. Super. La détection du virus de la polio dérivé du vaccin circulant de type 2 PVDV-C2, les cas montrent que les systèmes de surveillance de la maladie sont fonctionnels en Syrie. Alors ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, bah oui, le gamin qui a été vacciné avec cette nouvelle souche de vaccin contre la polio, alors là il est infirme, ça fonctionne.
Notre priorité maintenant est d'atteindre la plus haute couverture vaccinale de poliomyélite possible pour arrêter la circulation du virus. Attends, tu te fous de ma gueule, hein? Non mais, hé, cocotte, je te connais pas, mais lis ça. Mais tu le sais. Donc en fait, tu empoisonnes les enfants syriens. C'est ça l'objectif. Tu travailles pour une organisation qui est là pour affaiblir encore les Syriens, comme s'ils n'avaient pas assez souffert. 33 enfants paralysés par le vaccin qui était censé les protéger, et la réponse de l'ONU est de continuer à distribuer plus de vaccins. Alors là, on a la preuve. On sait que le vaccin est contaminé, on sait que le vaccin ne va pas soigner contre la polio, mais va développer la poliomyélite, mais on l'envoie quand même. C'est quoi? C'est pas criminel, ça? Enfin, moi, je crois que c'est criminel, hein, mais c'est pas ce que vous pensez. Il n'y a tout simplement pas assez de médecine, de mauvaise médecine, c'est tout. C'est ce que dit l'auteur. Fran Equiza, un représentant de l'UNICEF, a commenté: aucun enfant ne devrait avoir à vivre avec les effets dévastateurs de la polio. Alors ça, mon pote, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors tu prends ton vaccin, tu te le carres dans le cul et tu disparais. Parce que sinon, tu vas contaminer volontairement les enfants. Alors ils sont là, ah, on va vous protéger, on va vous sauver, on va vous aider. Et après, paf, ils vous rendent malade. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans une de mes conférences sur vaccins et des populations, avec cet avocat américain qui était sorti de l'université de Harvard et qui déclarait clairement: ne faites pas confiance aux organismes officiels concernant les vaccins. Il l'avait dit, il était spécialiste là-dessus. Et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant. Ah, ma louloute, dis-toi au travail. C'est la deuxième épidémie de poliomyélite qui frappe la Syrie depuis que le conflit a débuté en 2011. C'est pas une épidémie, hein, la polio. C'est une infestation. C'est pas la même chose. Précocement cet été, le NPR, c'est le National Public Radio, a rendu compte de ce phénomène dans lequel des souches mutantes du vaccin contre la polio ont causé plus de paralysie que le poliovirus naturel. C'est-à-dire que le gosse, il va traîner par terre, il va mettre ses mains dans la bouche, il va attraper normalement un virus, parce qu'il y a un manque d'hygiène. Eh ben, s'il se fait vacciner, il sera encore plus invalidé que s'il bouffait de la merde par terre. Vous trouvez ça normal? C'est des mecs de l'UNICEF. Hein. C'est les Nations Unies aussi. Vous trouvez ça normal? Et là, personne ne dit rien. Personne ne s'étonne. Si ça, c'est pas un génocide, non mais c'est incroyable ce qui se passe dans cette société. Hein. C'est incroyable. Alors, ça ne serait vraiment qu'une version d'un virus de laboratoire modifié plus dangereuse que celle qui se trouve à l'état naturel. Je vous donnerai les liens. Ce qui veut donc dire que M. Bill Gates est encore lié dans cette histoire avec Monsanto. Parce qu'il travaille là-dedans, il travaille pour ça. Il avait bien dit, si on vaccine bien les personnes, on va pouvoir gagner, on va pouvoir éliminer environ 10%, et tatati tatata, voilà. Ça c'est Bill Gates, hein, le grand sauveur de l'humanité. Comme Jason Beaubien, reporter au Global Health and Development, le rapporte, à partir de juin 2017, il y avait plus de cas de poliomyélite causés par le vaccin contre la polio que par la maladie elle-même à l'état naturel. Ça vous gêne pas? Vous comprenez maintenant que ce qui se passe en Syrie, c'est vraiment un génocide? Au moment de ces reportages, seulement 6 cas de poliomyélite dite sauvage, donc à l'état naturel, présents naturellement dans l'environnement, avaient été signalés dans le monde entier. Alors la façon dont c'est dit, c'est comme si vous aviez une chape de virus qui était là. Non, c'est par terre. C'est par terre. Vous jouez par terre, vous mettez les mains dans la bouche, vous n'êtes pas vacciné contre la polio, évidemment, vous l'attraperez. Mais il y a des solutions, et je vais vous les donner, et elles coûtent que dalle. A l'inverse, 21 cas de polio à travers le vaccin dérivé ont été signalés au niveau international en juin. Et on ne connaît pas les conséquences à long terme. Souvenez-vous des 2 scientifiques de chez Merck, 2 biologistes de chez Merck, qui déclaraient en 1960 que des gens qui étaient vaccinés contre la polio avec le vaccin de Merck pouvaient développer jusqu'à 20 ans plus tard un cancer. Alors là, on est sûr que
si les gosses ne développent pas la polio avec le vaccin, ils vont nous développer une saloperie. Et comme ils veulent vacciner les enfants, non pas pour les protéger, mais pour détruire toute une génération, eh bien, on est là dans le développement d'un génocide organisé par les pays occidentaux, dont la France. Ah, petit bocassin, tu crois qu'on t'oublie? Ah, j'étais pas oublié, moi. Évidemment, en Syrie, ce nombre est monté en flèche au cours des 2 derniers mois. 33 enfants en Syrie seuls ont été paralysés par le vaccin contre la polio. En Turquie, c'est pareil. Hein. Chez les Kurdes, ils font ça chez les Kurdes. Comme ça, on élimine les Kurdes. Allez, dégagez. Mais vous trouvez ça normal? Raúl Andino, professeur de microbiologie à l'Université de Californie à San Francisco, explique. Alors là, celui-là aussi, c'est tout un poème. Alors, ils prennent des pointures, hein, mais il faut écouter. Nous avons découvert qu'il y a seulement quelques mutations qui doivent se produire, et elles arrivent assez rapidement dans les premiers 2 mois après la vaccination. Comme le virus commence alors à circuler dans la communauté, il acquiert davantage de mutations qui font qu'il est fondamentalement impossible à distinguer le virus de type naturel sauvage du vaccin. C'est tellement plus simple. C'est de la polio en termes de virulence et comment le virus se propage. Non, le virus il se propage pas parce que tu vas foutre une galoche à ton gamin, espèce de pédophile. Ça marche pas comme ça. On t'a expliqué, c'est orofécal, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Alors si maintenant ça marche autrement, c'est que le virus mutant a créé un nouveau type de développement de la maladie. Et ça, si ça c'est ça que tu veux dire, ça veut dire qu'on est encore dans une preuve de génocide du peuple syrien. Les recherches d'Andino montrent également que le virus de la polio utilisé dans le vaccin va se répliquer à l'intérieur des intestins de ces hôtes humains. C'est ce que je vous dis, tous les virus sont dans l'intestin. Cela signifie que le virus se développe souvent dans des endroits avec de mauvaises conditions d'hygiène et qu'il a l'occasion de se propager de personne à personne avec une relative facilité. Les endroits où les conflits et la guerre ont décimé le système de santé sont connus pour être des viviers de flambée de la maladie. Attends, il n'y a plus d'hygiène, il n'y a plus d'eau, c'est normal. Tu rétablis l'hygiène, l'accès à l'eau, le savon d'Alep, hop hop, il n'y a plus de polio, les gars. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin hier dans l'explication de la vidéo que je vous ai donnée? Il avait même déclaré dans la vidéo, on peut éradiquer la polio. Ben oui, bien sûr qu'on peut l'éradiquer. Pas besoin de vaccin, simplement de l'hygiène. Alors, pardonnez-moi, mais les musulmans, quand ils peuvent, ils font 5 ablutions par jour. Là, tu ne peux pas attraper la polio en faisant 5 ablutions par jour. C'est pas possible. Tu te laves les mains, tu te laves les pieds, tu es d'une hygiène impeccable, c'est impossible. En revanche, la guerre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès, la maladie se développe. Et quand on leur donne des vaccins pour qu'elle se développe davantage, c'est bien malin. Il n'est malheureusement pas étonnant que le terrain de guerre en Syrie devrait avoir encore plus favorisé les cas de poliomyélite dans les prochains mois. Donc, non, c'est pas le terrain de guerre en Syrie, c'est les vaccins. C'est les vaccins que l'Occident envoie gratuitement pour vacciner les jeunes générations, pour les détruire complètement. Et quand vous vous dites, vous parents, oh ben moi je vais lui donner le vaccin contre la polio pour éviter qu'il attrape la polio, eh ben tu l'as dans l'os, bébert, parce que il va l'attraper la polio, ton gamin. Alors, on continue avec des gens très bien encore. Michael Safran, le directeur de l'éradication de la polio à l'OMS, soutient. En Syrie, il peut y avoir plus de cas à venir. Merci Safran. Ça fera rien pour attendre. Hein. Ajoute que l'OMS est au courant du risque qui vient directement avec le vaccin anti-polio et dit que c'est un accident très regrettable pour les enfants pauvres qui ont été paralysés bien sûr, mais en regard de ce qui concerne l'initiative dans son ensemble, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui est inattendu. Attends, le mec, il est directeur de l'éradication de la polio à l'OMS. Je veux pas être désagréable, mais moi, je peux prendre ton poste et je peux vraiment éradiquer la polio. Alors, Jean Droc, tu dis n'importe quoi. Comment je dis n'importe quoi? Mais sois patient, bonhomme, sois patient. Je te donne la preuve. C'est normal, il faut toujours donner les preuves de ce qu'on dit. Il ne faut pas fanfaronner et puis
puis rien, quoi. C'est comme les imbéciles qui me font des critiques en disant des horreurs et en n'apportant absolument rien de positif, en n'apportant absolument aucune preuve de ce qu'ils avancent. C'est simplement leur ego qui a été vexé jusqu'à leur trou du cul, jusqu'au très fond de leur trou du cul, et ils disent n'importe quoi. Il ne faut pas écouter les cons, il ne faut pas écouter les malveillants. Et je vais vous donner la preuve de ce que j'avance. Donc ce Michael Zafran est soit un criminel, soit un incompétent. Un accident très regrettable. Mais je vais te le foutre, moi, le vaccin contre la polio. On verra si c'est un accident très regrettable. Il a ajouté que bien que la paralysie de polio est regrettable, dans une perspective de santé publique, les avantages dépassent les risques. Quels avantages? Ils sont en train d'assassiner toutes les jeunes générations en Syrie. Ne pensez-vous pas que ce risque en vaut la chandelle? Cela ne consolerait-il pas les enfants et leurs familles qui se battent avec les séquelles du vaccin contre la polio? Mais c'est vraiment une ordure, ce type. Alors maintenant, je vais vous parler, alors là, parce qu'il s'est dit, Jean Drocq, il a été fort, là, il a insulté ces gens-là, qui sont des officiels quand même, qui sont payés avec vos sous presque 15 000 € par mois, et qui sont soi-disant responsables d'éradiquer les épidémies, mais malheureusement, ils font absolument tout pour les développer. Alors, il faut vous dire que tous ces organismes officiels ne sont pas là pour sauver la vie. Hein. Ils sont là justement pour créer des morts. Alors, je vais vous lire un passage d'un grand article qui a été publié, mais vous pouvez retrouver la même chose dans mon bouquin. Hein. Mais comme je ne voulais pas parler de moi, particulièrement, je préfère faire parler les autres. Parce qu'après, ils vont dire, ouais, il a beaucoup d'ego. Non, non, il n'a pas d'ego, moi. Non, de l'autre titre. Néo Santé Hebdo, le mercredi 10 juillet 2013. Je vous mettrai le lien. Pour justifier la condamnation de parents voulant éviter de vacciner les enfants, des juges belges ont abdiqué toute indépendance et se sont mués en dociles perroquets de la propagande officielle. Costaud lui aussi. Hein. Il est dur, lui. Sur la poliomyélite, ses vraies causes et ses faux remèdes. Il y avait pourtant matière à porter un jugement éclairé. Voici ce qu'on ne vous dit jamais à propos de la polio et du vaccin censé nous protéger de cette horrible maladie. Signé Yves Razir. L'article, donc les deux passages de l'article que je vais vous lire, ont été écrits par le journaliste Michel Mancet, comme Gérard, mais c'est Michel, en 2013. C'est-à-dire, on est en 2018, il y a 5 ans quand même. Bon. Ah, mal au genou. Ça fait mal ce genou. Oui, je sais, on fera ce qu'il faut après. Bisous. La vaccination, ça ne marche pas. Chaque fois pareil. Quand il relate des flambées de polio, les médias nous expliquent aussitôt que c'est dû à une vaccination insuffisante. En 2010, par exemple, une épidémie au Tadjikistan, était mise sur le compte d'une méfiance islamique envers les vaccins. On les comprend. Or, comme dans toutes les anciennes républiques soviétiques, on y a toujours vacciné à tour de bras. Et l'OMS avait même fièrement déclaré le pays débarrassé du mal. Idem quand ça se passe en Inde ou en Afrique, on nous dit qu'on n'y vaccine pas assez, alors que le tiers-monde est en général survacciné grâce évidemment à l'UNICEF, il faut bien éliminer, le Rotary Club, il faut bien éliminer, quand je vous dis que le Rotary Club c'est un club maçonnique, on ne me croit pas, mais c'est la vérité, c'est le club maçonnique américain. Le Lions Club c'est pareil. Ou la fondation Bill Gates, condamné et attaqué actuellement en Inde, c'est dans Pandora, pour avoir fait vacciner de force sans l'avis des parents, des jeunes filles et des jeunes garçons avec le garde d'asile, et ça a fait une véritable épidémie d'invalides, de malades, des gens qui ont eu des enfants qui ont le cerveau qui brûlait, enfin ça a été horrible, horrible, horrible. L'Inde le condamne, mais il s'en fout, c'est un des hommes les plus riches du monde et qui manipule tout en douce sans que vous le sachiez. Bon bref, c'est pas grave. En Occident, les rarissimes foyers infectieux sont attribués à des sectes anti-vaccins. Comme en Hollande en 1978 et 1992. Ça, c'est encore un coup des labos. Ça, c'est comme ça.
Pourquoi? Mais on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut guérir la polio, sans aucun problème. Problème, la majorité de ses membres étaient dûment vaccinés et aucun cas n'a été relevé parmi les 400 000 personnes non vaccinées pour d'autres motifs que religieux. La vérité, c'est qu'il y a de multiples contre-exemples, Oman, Finlande, Israël, montrant que la polio redémarre après des campagnes de vaccination ou qu'elle se développe dans des populations vaccinées. Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? C'est la même chose pour la rougeole, c'est la même chose pour toutes ces maladies. C'est le vaccin qui rapporte la maladie, c'est pas lui qui l'éradique. Et après ils disent, oui, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés qui nous contaminent nous. Mais putain, si t'es vacciné, tu peux pas être contaminé, espèce de connard. C'est ça le problème. Et vous y croyez. Ils vous font croire à ça en vous faisant peur. C'est une manipulation. Voilà. Ça marche pas comme ça. Alors, voilà. Dans 2 cas, sur l'île de Madère dans les années 60 et en Albanie dans les années 90, la coïncidence entre l'arrivée du vaccin et le retour de la poliomyélite fut absolument flagrant. Ben oui, parce que souvenez-vous que l'Albanie, c'est quand même un pays qui a été coupé du monde pendant 70 ans, hein, quasiment. Alors, ils ramènent le vaccin contre la polio et paf, la polio revient. Elle est venue d'où? Elle est arrivée comme ça, elle est portée par une colombe avec un rameau d'olivier dans le bec. Et je vous apporte la paix et la polio. Tu vas voir. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, la polio se soigne facilement. On va y venir. C'est également dans mon livre. Mais je préfère faire parler cet auteur parce que ça vous fait 2 sources d'informations différentes qui se confirment. D'ailleurs, souvenez-vous, sur la capsule, la vitamine qui tue les virus, eh ben on va y venir. On l'aura donc compris, la véritable prophylaxie de la poliomyélite repose sur de simples mesures d'hygiène et sur la restriction de ses causes médicales. Et quand la maladie se déclare, il y a encore moyen de la guérir, absolument. Car voici en conclusion de ce rapide survol le plus énorme mensonge par omission de la propagande vaccinaliste. Présentée comme incurable, la polio est au contraire facilement combattue. Ce n'est pourtant pas un secret bien gardé, puisque je peux me contenter de reproduire ici un extrait de Wikipédia. Wikipédia, t'as qu'à croire. En 1948, après plusieurs années d'expérience sur l'utilisation de la vitamine C pour soigner des maladies virales, le docteur Fred R. Kleiner mit au point et utilisa une approche concrète et peu coûteuse. Il utilisa une approche concrète et peu coûteuse pour soigner la polio, basée sur l'injection de doses massives, plusieurs dizaines de grammes par jour, de vitamine C. Sur 60 malades, lors de l'épidémie de 1948 en Caroline du Nord, tous guérirent sans séquelles en 3 à 5 jours. Il fera connaître sa méthode lors de la session annuelle de l'American Medical Association et publiera ultérieurement plusieurs articles sur le sujet, mais le manque d'intérêt de la part de la presse scientifique, possession des laboratoires, et des spécialistes, traîtres au laboratoire, faisant autorité dans le domaine à une époque où tout le monde pensait plutôt à la possibilité d'une vaccination, fera qu'il sera peu suivi et sa méthode tombera dans l'oubli. Alors vous allez me dire, mais c'est dingue! De la vitamine C! Alors, je vous rappelle que la vitamine C est une vitamine qui est hydrosoluble. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de toutes les manières que vous voulez, puisqu'elle est soluble dans l'eau. Donc là, vous allez me dire, où est-ce qu'on va trouver cette vitamine C en seringue pour injecter? Parce que vous savez, avec cette capsule que j'ai faite, que vous pouvez aussi guérir du cancer avec cette vitamine C. Mais elle a été retirée du marché. Vous ne pouvez pas la trouver. Il faut fabriquer vous-même votre sérum. Vous comprenez? Il faut fabriquer vous-même votre sérum. Autrement, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ne veulent pas vous guérir.
Combien ça coûte une poche comme ça en intraveineuse de vitamine C pour sauver quelqu'un qui a la polio? Ben, ça coûte que dalle. On prend une solution saline, on rajoute de la vitamine C là-dedans, ou du chlorure de magnésium, hein, c'est pareil. Et puis on fait l'injection et au goutte à goutte, là, pendant 3 jours, eh ben, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de polio, il n'y a plus rien. Eh ben non, c'est pas rentable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, l'autre connard, là, qui travaille à l'UNICEF et ailleurs, et qui vous disent oui, il faut vacciner, alors qu'on peut éviter et guérir la polio autrement, eh ben, soit il est ignorant, soit il est criminel et complice. C'est ça que ça veut dire. Alors, ne vous inquiétez pas, si on ne peut pas vous injecter la vitamine C, vous pouvez la boire. Vous pouvez la boire. C'est pareil. Évidemment, ce n'est pas la vitamine C que vous trouvez à la pharmacie qui est bourrée de produits. Il faut prendre de l'acide L-ascorbique à 100%, sans aspartame, rien du tout. Hein. Sans métaux lourds, sans rien. C'est ça qu'il faut prendre. C'est ça qui va vous guérir et vous soigner. Ça vous soigne de tout, ça vous guérit de tout. On continue? On continue. Et là, j'ai Louloute qui me dit, vas-y, c'est bien, dis-leur. Alors, eh oui, vous avez bien lu, un remède aussi commun que la vitamine C suffit à triompher de l'infection virale, et ce n'est pas le seul. On va continuer, messieurs, dames. En se basant sur les travaux du professeur Pierre Delbet, alors ça, c'est là-dedans, hein, comme quoi je connais mes classiques, hein, vous achetez ce petit fascicule, ça vous coûte moins de 5 €, et là-dedans, vous aurez tout sur le chlorure de magnésium, vous allez voir, c'est passionnant, ça peut vous guérir de tout, ça peut vous sauver la vie, et sauver la vie de vos enfants. Donc en se basant sur les travaux du professeur Pierre Delbet, le docteur Auguste Neveu a proposé au milieu du XXe siècle un traitement curatif par le chlorure de magnésium. Traitement curatif contre la polio. Et il revendiqua de nombreuses guérisons à la grande fureur du professeur Pierre Lépine, dans le pied sans doute, futur inventeur du vaccin oral inactivé qui hurlait à la supercherie. Or, ce vaccin oral, c'est ce qu'ils ont fait actuellement en Syrie, et il y a un virus contaminant, sans doute OGM à mon avis, donc génétiquement modifié, qui crée la polio. Alors, pour faire toute la lumière, Henri Geoffroy, fondateur de la Vie Claire, proposa un jury d'honneur composé à égalité de médecins choisis par Lépine, dans le pied, et Neveu. Un certain nombre de cas de polio avérés et reconnus comme tels par l'ensemble du jury devaient être confiés au docteur Neveu. C'était l'occasion idéale de le confondre si son traitement n'était qu'une illusion. Le docteur Neveu, évidemment, accepta, mais le professeur Lépine refusa. Tu vois, comme quoi le mec, il était sûr de son coup. Escroc. Considérant que toute expérimentation nouvelle était superflue. L'expérience n'eut donc jamais lieu. Pourtant, le docteur Neveu, lui, il aurait pu sauver les gamins. Mais l'autre, par orgueil et par volonté d'enrichissement, eh bien, il ne voulait rien savoir. Donc, ce n'est pas la médecine qui prévaut ici. C'est les laboratoires et la finance. Il ne s'agit pas de guérir un patient, il s'agit d'entretenir sa maladie pour qu'elle soit rentable. Dans le chapitre où il raconte cette histoire, Michel Georget, qui est alors lui c'est un grand biologiste, lisez aussi Michel Georget, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il vous explique aussi l'imposture vaccinale, écrit que ce traitement extrêmement bon marché rendrait sans doute les plus grands services encore aujourd'hui s'il était connu dans le tiers-monde. Ça coûte que dalle, le chlorure de magnésium ou le Nigari. Et lui aussi, il est hydrosoluble, donc vous pouvez le prendre dans de l'eau ou vous pouvez le mettre dans une poche avec du sérum et l'injecter. Et ça, on le sait depuis 1915. En 1915, la même chose est arrivée où un professeur en médecine soignait les soldats du contingent qui étaient blessés et il avait remarqué que les blessures ne cicatrisaient pas avec tous les produits désinfectants et donc il a essayé le chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium qui maintenant nous le savons guérit la polio, guérit la diphtérie et guérit le tétanos.
Évidemment, ça coûte que dalle, mais c'est pas rentable. Alors on préfère invalider nos enfants avec des vaccins contre le tétanos qui ne servent à rien. Si l'enfant n'a pas de tétanos, ça ne sert à rien. Mais qui est bourré de mercure, et donc qui va commencer à vous invalider petit à petit. Ajoutez à cela le vaccin contre la grippe et tous les autres vaccins. Et puis alors là, vous avez un bon de commande pour un cercueil, un sapin. Bah oui. Donc, dans son ouvrage, le docteur Pilette mentionne quant à lui un troisième remède naturel réputé efficace, à savoir un supplément d'iode. Juste de l'iode. Je vous rappelle qu'il y a eu un accident nucléaire en Russie, ça a été déclaré, il y a eu un nuage, et donc en France on n'a rien dit, alors que dans d'autres pays on leur donnait des pastilles d'iode. Donc si encore dans 20 ans on a d'autres problèmes de thyroïde, pour aider les laboratoires à s'enrichir et à vous coller du lévothyrox qui va encore vous assassiner, il ne faut pas vous étonner. Donc complicité de nos élites à nouveau. Et après on dit c'est moi le complotiste, non mais t'es pas cuit hein toi. Non, tu prends des cours du soir, je suis sûr. Dans les années 50, plusieurs médecins ont testé avec succès ce type de traitement imaginé parce que la polio semblait davantage régner dans les pays n'ayant pas accès à la mer comme la Suisse et l'Autriche. À l'instar de la vitamine C et du chlorure de magnésium, l'oligo-élément marin fut cependant balayé par l'intervention de différents vaccins, beaucoup plus rentables que des molécules non brevetables et peu chères. Voilà. Peu cher, puisque je te le dis. Voilà, et ben la nuit est tombée, 1h26 comme d'habitude, hein, c'est long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Alors, ah non, je ne ferai pas de grossièreté là-dessus. Je ne ferai pas. Non, non. Vous m'aurez pas là-dessus, c'est pas grave. Donc, ambiance rembrandt. Allez, je vais vous laisser là. Ne tenez pas compte des pouces. Dites-vous qu'à chaque fois que j'ai des choses comme ça en moins, à une vitesse phénoménale, alors que la vidéo a à peine commencé, c'est que nous sommes dans le vrai. Et plus il y en aura, mieux ce sera. Allez, je vous dis à plus tard, je sais pas quand. Il faut que je bosse ici pour moi, pour mon livre, là, il faut que je termine la correction. Donc, allez, je vous dis à bientôt. Salut.